Bon, alors je vais rappeler un peu le public et je vais surtout appeler Jean-Marc. Alors, ces temps de pause sont un peu désagréables pour ceux qui sont par Zoom, mais après, je sais que sur Zoom, il y a beaucoup de malades chroniques de Covid long, qui soient post-infectieux ou post-vaccinal, et ils ont aussi besoin de pause parce qu'une des caractéristiques du Covid long, c'est les difficultés de concentration et la grande fatigabilité. Donc, ce temps-là leur est nécessaire aussi. Alors, je vais leur dire que les temps de poste ne servent pas donc seulement à vendre des petits cafés et de l'eau, mais il y a de très, très beaux échanges qui se sont passés dans la salle et côté bar entre le public et les associations, le public et nos intervenants. Donc, on va laisser la place là à Jean-Marc, si tu veux bien. Ça te va? Excuse-moi. Comme ça, il sera bien devant la caméra. Toi, Jean-Marc, tu n'as pas de document voilà, donc je vais te mettre bien devant l'écran. Donc, on va demander au public de se réinstaller, de faire un tout petit peu moins de bruit et je vais passer la parole à Jean-Marc. Je voudrais juste vérifier que ça enregistre bien. Voilà. Donc, je vous présente Jean-Marc Sabatier, mais on ne le présente plus. Hein. Tu es connu maintenant pour tes prises de parole. Et voilà, à toi. Oui. Et merci. C'est moi qui te remercie. Hein. Merci donc à tous bien parce ceux que qui sont là. pour le micro, oui. Zoom, c'est quoi? Bonjour à tous. Alors moi, je ne suis pas médecin. Hein. Écoutez, moi, je suis chercheur au CNRS. Donc, j'ai une formation de doctorat en biologie cellulaire, en microbiologie, puis aussi une HDR en biochimie. Puis je travaille au CNRS comme directeur de recherche. Donc, je vais vous parler pour changer du système rénine-angiotensine, qui est dérégulé par soit le virus SARS-CoV-2, soit la protéine spike vaccinale, qui peut aussi le déréguler, d'où les Covid longs post-vaccinaux, parce que moi, personnellement, je ne fais pas la différence entre un Covid long infectieux et post-vaccinal, puisque le mode d'action, c'est exactement le même, et je vais vous expliquer pourquoi c'est le même. Oui. Au contraire, il faut qu'ils se rejoignent dans le combat parce que pour les prises en charge thérapeutiques et administratives, c'est le même combat. Et on a toujours été d'accord là-dessus, toi et moi. C'est un combat qu'on doit mener en commun. Et merci aux associations qui l'ont entendu, qui nous ont rejoints. Voilà. Donc, je vais vous parler du système rénine-angiotensine, qui est vraiment la clé des pathologies Covid, mais pas que. C'est la clé pour moi, en fait, de toutes les pathologies humaines non génétiques et également de certaines pathologies humaines génétiques, parce que le système rénine-angiotensine contrôle également la réparation de l'ADN et contrôle l'activité d'une enzyme qui s'appelle la télomérase, qui est une ribonucléoprotéine qui rallonge l'extrémité des chromosomes, donc les télomères. On sait que les télomères sont impliqués dans la longévité, puisque plus ils sont longs et plus l'espérance de vie est élevée. Et à chaque cycle, normalement, de division cellulaire, les télomères sont raccourcis. Alors, qu'est-ce que c'est que le système rénine-angiotensine? Donc, il est connu aussi sous le nom de système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc, c'est un système physiologique ubiquitaire qui repose sur des hormones et sur des enzymes. Donc, ce sont des cascades de réactions de dégradation d'hormones par des récepteurs enzymatiques. Et normalement, ce système ubiquitaire
est connu parce qu'il gère toutes les fonctions automatiques. Par exemple, la respiration, les battements du cœur, hein, ce sont les fonctions automatiques. Donc, rénale, pulmonaire, aussi cardiovasculaire, et ça contrôle l'immunité innée, qui concerne un certain nombre de populations de cellules du système immunitaire, et ça contrôle également les différents microbiotes. Donc, il y a le microbiote intestinal, hein, qu'on considère comme étant le deuxième cerveau, mais également le microbiote vaginal, cutané, buccal, nasopharyngé et pulmonaire. Donc ça, disons que c'est pour ça que le système rénine-angiotensine est connu, disons, des médecins. C'est pour toutes ces fonctions, donc autonome, rénale, pulmonaire, cardiovasculaire, l'immunité innée et les différents microbiotes. Donc, il s'occupe en fait de la rétention hydrosodée. Mais en fait, ça va bien au-delà de ces fonctions. Pour comprendre ça, il faut savoir que déjà, c'est un système ubiquitaire. On le retrouve absolument partout, au niveau de tous les tissus et de tous les organes, hein. Il est présent au niveau de tas de types cellulaires, tous les types cellulaires, cellules épithéliales. On les retrouve également dans les cellules endothéliales, notamment dans l'endothélium vasculaire, justement qui est au contact du sang. On le retrouve partout au niveau du système nerveux, euh, que ce soit des neurones, des oligodendrocytes, des cellules microgliales, des cellules, des astrocytes. Les cellules microgliales, c'est celles qui font office de cellules immunitaires dans le cerveau, entre autres. On le retrouve donc au niveau de toutes les cellules justement du système immunitaire. Donc ça va être les monocytes, les macrophages, ça va être les cellules dendritiques, ça va être tous les granulocytes, donc eosinophiles, basophiles, neutrophiles. Ça va être les mastocytes qui sont impliqués dans les réactions allergiques. Ça va être des cellules natural killers, c'est des cellules tueuses qui sont à l'interface entre l'immunité innée et l'immunité adaptative ou acquise. Et puis, on va les retrouver également au niveau des lymphocytes B, donc pour l'immunité adaptative ou acquise, ceux qui produisent en fait des anticorps lorsque ces cellules sont différenciées en plasmocytes. Et puis, on les retrouve au niveau des cellules T, des lymphocytes T, toutes les populations de lymphocytes T, dont les plus connues sont les CD4 positifs, c'est des cellules auxiliaires, des cellules T auxiliaires qui coordonnent la réponse immunitaire, et également au niveau des lymphocytes CD8 cytotoxiques, qui sont en fait des cellules qui sont dressées à s'attaquer à des cellules qui vont exprimer un ou plusieurs antigènes microbiens à leur surface. Donc, vous voyez, on les retrouve partout. On les retrouve même au niveau des macrophages qui ont quitté le système circulatoire pour aller dans les muqueuses, qui s'appellent les histiocytes. Et on le retrouve aussi au niveau des cellules de Kupffer, qui sont des cellules qu'on retrouve au niveau des sinusoïdes hépatiques et qui sont responsables notamment de la récupération du fer, enfin, de la sénescence des globules rouges, etc. Donc, vous voyez déjà qu'au niveau des cellules, on le retrouve partout. Alors, après, il est impliqué dans toutes les fonctions. Outre ces fonctions-là, le système rénine-angiotensine va contrôler aussi tout ce qui a trait au sexe. Donc déjà, il va contrôler la spermatogénèse. Il contrôle aussi l'ovogénèse. Il contrôle en fait la production de toutes les hormones sexuelles. Par exemple, il va contrôler le relargage au niveau de l'hypothalamus, de la gonadotropine, qui est la GnRH, qui va agir au niveau de l'hypophyse et qui va permettre de sécréter deux hormones, la LH qui est l'hormone luteinisante et la FSH qui est l'hormone folliculostimulante. Et ces deux hormones vont agir donc au niveau des testicules chez l'homme pour produire la testostérone ou des ovaires chez la femme pour produire les estrogènes et la progestérone. Donc tout ça, c'est sous contrôle du SRA. Mais ça va encore plus loin, c'est-à-dire que ça contrôle la production de toutes les hormones stéroïdes. Donc ça contrôle la production des hormones glucocorticoïdes, comme le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui normalement donc, est produite d'abord en commençant par l'hypothalamus, qui va sécréter de la CRH, qui va agir au niveau de l'hypophyse pour produire de l'ACTH, qui va produire du cortisol au niveau des glandes surrénales. Il est impliqué aussi dans la production justement de tout ce qui est minéralocorticoïde. Alors le plus connu, c'est l'aldostérone, c'est pour ça qu'on appelle aussi le système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc cette aldostérone, elle est produite au niveau justement des glandes surrénales et elle agit sur les tubules rénaux, elle est responsable de la rétention hydrosodée. Et puis le SRA contrôle aussi donc la production de ces hormones sexuelles.
Donc, vous voyez l'importance du système rénine-angiotensine. En plus d'être partout, il a une action autocrine, paracrine, endocrine et intracrine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une même cellule qui a un système rénine-angiotensine, ou SRA, donc, peut produire par exemple une hormone, et cette hormone va agir sur son propre récepteur. Donc ça, c'est une activité autocrine. La cellule, via son SRA, va pouvoir agir sur les cellules qui sont à côté d'elle. Donc ça va être une activité paracrine. Et puis via la circulation sanguine, elle va pouvoir agir à distance sur d'autres organes, d'autres tissus. Justement, ça va être l'activité endocrine. Et ce qui est incroyable, c'est que le système rénine-angiotensine a une activité intracrine. Et ça, c'est complètement nouveau, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même de la cellule, vous avez tous les éléments du système rénine-angiotensine. Et ces éléments, donc que ce soit des ligands ou des récepteurs, se retrouvent absolument sur toutes les membranes qui ont été étudiées. Elles se retrouvent donc à la périphérie de la cellule, hein, sur la membrane plasmique, mais vous retrouvez aussi un système rénine-angiotensine au niveau de la membrane nucléaire, donc qui contient en fait notre information génétique, notre génome, l'ADN. On le retrouve au niveau du réticulum endoplasmique, là où se fabriquent les protéines, au niveau du réticulum sarcoplasmique, là où se fabriquent les protéines au niveau des muscles, et on le retrouve également au niveau des endosomes, des phagosomes, des exosomes, des lysosomes, c'est-à-dire absolument toutes les membranes dans la cellule ont un système rénine-angiotensine. On les retrouve même sur la membrane interne des mitochondries, et plus récemment, on les a même trouvés sur la membrane externe des mitochondries. Et les mitochondries, comme vous le savez, peut-être pas, ce sont les centrales énergétiques de la cellule. Donc, vous voyez l'ubiquité en fait, de ce système rénine-angiotensine qui est absolument partout. Alors, initialement, il a été décrit comme concernant le foie et le rein. Donc, les principales cascades, pour les résumer, ça va être le foie qui va produire une molécule qui s'appelle l'angiotensinogène. Après, vous avez le rein qui produit une enzyme qui s'appelle la rénine. Et cette rénine va dégrader l'angiotensinogène pour donner l'angiotensine 1. Cette angiotensine 1 est une hormone qui est inactive. Par contre, elle va être dégradée par un autre récepteur qui appartient aussi au système de l'angiotensine, qui s'appelle ECA, qui est l'enzyme de conversion d'angiotensine 1, et ça va transformer justement l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Et cette angiotensine 2 est très importante parce que c'est elle qui va être responsable des pathologies Covid et de toutes les pathologies d'une manière générale, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, autant l'angiotensine 1 est inactive, l'angiotensine 2, elle, par contre, est très active. Cette angiotensine 2, normalement, doit être dégradée par un autre récepteur du SRA qui s'appelle ECA2. C'est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2. Et normalement, l'angiotensine 2 est dégradée en une autre hormone qui s'appelle l'angiotensine 1,7. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est infecté par le virus SARS-CoV-2, voire quand on reçoit l'injection vaccinale et qu'on est, par exemple, carencé ou insuffisant en vitamine D, ou si on a des comorbidités qui font qu'on a déjà une sensibilité particulière à la dérégulation du système rénine-angiotensine. Par exemple, quand on est hypertendu, quand on est obèse, quand on a une maladie nerveuse, quand on a une auto-immunité, quand on a un cancer, on a déjà un problème avec le système rénine-angiotensine. Et donc, on est plus susceptible d'avoir des pathologies sévères. Bon, il y a aussi le génome qui est important, hein, parce qu'on n'est pas équivalent au niveau génomique. Il y a des gènes, on a énormément de gènes, c'est à peu près 22 500 gènes, et donc il y a des gènes de prédisposition à faire des formes plus ou moins sévères de Covid. On connaît par exemple 4 gènes qui sont favorables à faire des Covid sévères et d'autres au contraire qui sont défavorables, qui sont un petit peu salvateurs. Et puis, il y a notre complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1 et de classe 2 qui est très important parce qu'on connaît à peu près 1000 allèles et ça va nous conférer des sensibilités particulières, par exemple à faire des pathologies auto-immunes ou des pathologies cardiovasculaires. Donc, il y a plein d'éléments qui interviennent dans le système rénine-angiotensine et il faut savoir que c'est un système qui lui-même est extrêmement polymorphe. C'est-à-dire qu'il y a des tas de variants de récepteurs et d'hormones, des variants très légers, des fois c'est des substitutions d'acides aminés très, très fines, très, très ponctuelles, mais ça fait qu'il existe énormément de variants des éléments du système rénine-angiotensine qui fait qu'on n'est pas équivalent au niveau du système rénine-angiotensine. C'est-à-dire que dans la salle, personne n'a le même système rénine-angiotensine. Et vous-même, qui avez à un moment donné un système rénine-angiotensine, eh ben, ce n'est pas le même que celui que vous avez quand vous êtes né, quand vous étiez adolescent,
ou quand vous allez être une personne âgée. Il évolue en permanence au cours de la vie. Et c'est pour ça qu'il y a des différences de sensibilité au SRA en fonction donc, des personnes, au niveau génétique, au niveau de l'âge, etc. Il y a énormément de facteurs qui interviennent. Alors, ce système rénine-angiotensine, vous avez vu qu'il est donc très important parce qu'il produit les hormones stéroïdes, il est impliqué dans toutes ses fonctions automatiques, mais il ne fait pas que ça. C'est lui aussi qui est responsable du mécanisme d'autophagie. Vous savez, le mécanisme d'autophagie, c'est un mécanisme qui est, par exemple, déclenché en faisant le jeûne thérapeutique. Quand vous vous privez d'aliments pendant un certain temps, vous déclenchez donc un mécanisme d'autophagie et il est lancé réellement au bout de 72 heures de jeûne à l'eau, par exemple. Et c'est un mécanisme de régénération cellulaire. C'est-à-dire que en permanence, dans la cellule, il y a un grand coup de balai qui est passé régulièrement pour éliminer tout ce qui n'est pas fonctionnel, tout ce qui ne fonctionne pas bien. Et généralement, des protéines qui sont dysfonctionnelles, c'est-à-dire qui n'ont pas la bonne structure spatiale et qui n'ont pas la bonne activité, ces protéines vont être dégradées en acides aminés. Et à partir de ces acides aminés, vous allez avoir des nouvelles protéines, toutes neuves, qui vont être fabriquées et qui vont être bien fonctionnelles. De la même manière, vous avez des organites qui sont sénescents, qui sont trop vieux, et quand la cellule considère que ces organites sont trop vieux, à ce moment-là, ils vont les dégrader et refabriquer lors du processus d'autophagie des nouveaux organites. Donc, vous voyez que vraiment, ce SRA est extrêmement important. Alors, pour comprendre comment il fonctionne, parce qu'il est très, très complexe, en fait, l'angiotensine 2, qui est vraiment la clé des pathologies de Covid et de l'ensemble des pathologies, lorsqu'elle est en excès, il faut savoir que cette angiotensine 2 a deux cibles qui ont été identifiées. Peut-être plus, mais en tout cas, il y en a deux qui ont été identifiées. La première est un récepteur qui s'appelle AT1R et la deuxième est un récepteur qui s'appelle AT2R. AT1R, c'est le récepteur problématique parce que c'est un récepteur délétère. AT2R, c'est l'inverse, c'est un récepteur qui est bénéfique. Et donc, AT2R, pour ça, est très intéressant. Alors, on va voir pourquoi l'angiotensine 2 peut être soit bénéfique lorsqu'elle se fixe sur AT2R, soit elle peut être délétère si elle se fixe sur AT1R. En fait, l'angiotensine 2 est à peu près 3 fois plus affine pour le récepteur AT2R, donc pour le récepteur bénéfique. Et elle est donc moins affine pour le récepteur délétère. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on reçoit une injection vaccinale qui tourne mal, donc quand on a des comorbidités, une carence, une insuffisance en vitamine D, etc., donc vous avez, par exemple, la protéine spike vaccinale qui est capable de reconnaître le récepteur OCA2, l'enzyme de conversion d'angiotensine 2, justement, qui transforme l'angiotensine 2 en angiotensine 1,7. Et alors, il va y avoir un excès d'angiotensine 2. Pourquoi? Parce que cette angiotensine 2, justement, elle ne va pas être dégradée par le récepteur ECA2 puisqu'il y a la protéine spike qui s'est fixée dessus. Et donc, ça va gêner la dégradation de l'angiotensine 2 qui va se retrouver en excès. Et cet excès d'angiotensine 2 va suractiver le récepteur AT1R qui est très délétère. Alors, il est très délétère parce qu'il a plein de fonctions. C'est une protéine à 7 segments transmembranaires, la protéine G, c'est-à-dire qu'elle est capable d'envoyer des tas de voies de signalisation cellulaire, d'activer des tas de voies de signalisation cellulaire dans le corps humain. NF-kappa B, P38 matina, JAK-STAT, enfin, bon, il y en a des tas. Donc, elle envoie des tas de signaux dans la cellule. Et ce sont en fait des signaux délétères. C'est un peu le problème. Alors, le récepteur AT1R, quand il est suractivé, déjà, il est vasoconstricteur, hein, c'est-à-dire qu'il est pro-hypertenseur. Il provoque donc une diminution du diamètre des vaisseaux sanguins. Parallèlement, il est pro-inflammatoire, c'est-à-dire qu'il va stimuler les cellules de l'immunité innée pour qu'elles produisent des cytokines pro-inflammatoires, comme l'interleukine 1, l'interleukine 1 bêta, l'interleukine 6, l'interféron GAFA, le TNF-alpha. Donc, ça va provoquer une inflammation. C'est pour ça que dans les cas de Covid, on voit beaucoup d'organes qui sont enflammés. On peut avoir des uveites, des conjonctivites, des thyroïdites, des vascularites, des encéphalites, etc. Tout ça, c'est justement dû à l'inflammation qui est induite par le récepteur AT1R suractivé. Parallèlement, c'est un récepteur qui est pro-oxydant, c'est-à-dire qu'il va générer un stress oxydant qui est très délétère dans la cellule. Alors, on sait comment il agit, hein, c'est-à-dire que le récepteur AT1R suractivé, il active une enzyme qui est une NADPH oxydase qui s'appelle NOX. Et cette NADPH oxydase,
elles relarguent des particules réactives de l'oxygène. Et ces particules réactives de l'oxygène, ce sont soit des radicaux libres, soit des précurseurs de radicaux libres. Et les radicaux libres, ce sont en fait des molécules qui ont un déficit électronique. Et donc, elles vont vouloir piquer un électron à une autre molécule pour se stabiliser. Et donc, la molécule qui va être déstabilisée, à son tour, va vouloir voler un électron à une autre molécule pour se stabiliser elle-même. Et donc, il va y avoir une cascade de réactions qui va être très délétère pour la cellule parce que ça induit un dysfonctionnement des mitochondries et ça induit des phénomènes de nécrose, d'apoptose cellulaire. C'est très délétère pour les cellules, donc ça peut tuer les cellules. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser des antioxydants quand on souffre de Covid long ou d'autres pathologies. Justement, c'est pour neutraliser ces particules réactives de l'oxygène et notamment les radicaux libres. Alors, les radicaux libres, ça va être l'oxygène singulé, ça va être le peroxyde d'hydrogène, H2O2, ça va être les anions hydroxydes, les anions superoxydes, etc. Donc, il faut utiliser des antioxydants qui sont en fait des substances qui ont la particularité d'avoir un excès d'électrons et qui vont pouvoir donc neutraliser l'activité du radical libre sans être déstabilisées elles-mêmes. Donc, comme on parlait justement Claude, ben justement dans les antioxydants, ben il y a le glutathion qui est un très puissant antioxydant, c'est un tripeptide qui a en position 2 justement un résidu de cystéine et qui a un groupement thiol, et ce thiol lui confère des propriétés redox. Vous avez aussi le N-acétylcystéine, qui est un acide aminé modifié, hein, qui a un groupement acétyl sur l'alpha-amine N-terminal, et donc qui est aussi un précurseur du glutathion et qui a des propriétés antioxydantes. Alors, le NAC a un avantage par rapport au glutathion, c'est qu'il est capable de monter au cerveau, alors que le glutathion a du mal à monter au cerveau parce que c'est un tripeptide, il est plus gros. Mais par contre, il a l'inconvénient d'être moins puissant que le glutathion. Donc, vous avez cette NADPH oxydase qui va être NOx, qui va être activée. Et quand elle va être activée par la suractivation du récepteur ATR, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va agir dans la cellule et elle va activer des canaux potassium qui sont ATP sensibles. Et ce sont des canaux potassium qui se trouvent à la membrane des mitochondries. Et donc, quand il y a une production de ROS, de particules réactives de l'oxygène, à ce moment-là, ça ouvre ces canaux. Vous avez du potassium qui rentre dans les mitochondries et les mitochondries se mettent elles-mêmes à produire davantage justement de radicaux libres et c'est ce qui tue justement les mitochondries. Et quand les cellules meurent, quand les mitochondries meurent, puisqu'elles apportent l'énergie chimique à la cellule hein, en fabriquant de l'ATP, hein, d'adénosine triphosphate, ben à ce moment-là, les cellules meurent. Donc, oui, oui, oui. Je ne sais pas ce que dit ma femme. Bon. Donc, oui, d'accord. Oui. Alors, okay. Bon, comme je vous ai dit, le récepteur ATR suractivé, donc je vous ai dit qu'il était pro-hypertenseur et qu'il était pro-inflammatoire. Et là, je parlais de son effet pro-oxydant, hein, qui est donc très délétère pour les cellules. Alors, il ne fait pas que ça, il est aussi pro-angiogénique, c'est-à-dire qu'il favorise la croissance des vaisseaux sanguins. Et donc, il peut vasculariser des tumeurs, et c'est pour ça qu'il peut favoriser le développement de tumeurs. C'est pour ça qu'il peut lancer des turbocancers, parce qu'il peut faire exploser des tumeurs qui étaient stabilisées. Ce qui se passe aussi, parallèlement à ces activités pro-angiogéniques, c'est qu'il a des activités pro-thrombotiques, c'est-à-dire qu'il induit des thromboses. Et donc, vous savez que les thromboses, ben, c'est responsable d'une mortalité élevée dans les formes les plus graves de la COVID. Il est aussi, ce récepteur donc suractivé, il est pro-hypoxémique, c'est-à-dire qu'il induit une désaturation du sang en dioxygène. Vous savez, le dioxygène, c'est porté par les globules rouges, ça permet donc d'alimenter les tissus et les cellules, et donc les organes en dioxygène. Et donc, bon, les globules rouges ne font pas que ça, mais entre autres, ils transportent le dioxygène via un M et un atome de fer. Et ben, la suractivation du récepteur ATR provoque une désaturation du sang en dioxygène. C'est-à-dire que les globules rouges ne sont plus capables de transporter en fait correctement le dioxygène. Et donc, il est aussi prohypoxique, c'est-à-dire qu'il induit justement une insuffisance d'alimentation des tissus et des organes en dioxygène. Donc, c'est un peu le problème. Alors, ce que fait aussi ce récepteur ATR suractivé, c'est qu'il provoque une fibrose d'organes.
parce qu'il a une activité profibrosante. Et on le retrouve justement, ces problèmes de fibrose au niveau du cœur et des poumons. Il est aussi également pro-hypertrophique, c'est-à-dire qu'il fait grossir les organes, il fait grossir le cœur, il fait grossir les poumons, parce que le système rénine-angiotensine il pilote la différenciation cellulaire, mais aussi les mitoses, c'est-à-dire la multiplication cellulaire. Et donc, quand il est dérégulé, il peut provoquer une multiplication anarchique des cellules, ce qui est aussi lié à son effet pro-tumoral, hein, pro-cancéreux, parce que le cancer, c'est une prolifération anarchique des cellules. Et cette prolifération des cellules, elle est contrôlée par le système rénine-angiotensine. Comme il est dérégulé, il se met à faire n'importe quoi et les cellules peuvent proliférer, d'autant plus que par son activité pro-angiogénique, elle favorise la vascularisation, enfin, il favorise la vascularisation des tumeurs. Alors, en plus de ça, le récepteur ATR suractivé, il fait chuter le monoxyde d'azote. Alors, le monoxyde d'azote, c'est une substance qui est vasodilatatrice, donc elle fait l'inverse du récepteur ATR qui est suractivé. C'est pour ça qu'on peut avoir une vasodilatation ou au contraire une vasoconstriction. Généralement, c'est une vasoconstriction qu'on observe, on peut observer les deux. Donc, c'est une substance qui est vasodilatatrice et c'est une substance qui est très importante pour tout ce qui est phénomène cognitif, mnésique, inflammatoire et immunitaire. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un système de régulation du système rénine-angiotensine. Parce que, comme le corps est bien fait quand il fonctionne correctement, quand le système rénine-angiotensine s'emballe, par exemple en présence de protéines spike, on a un système de régulation qui permet de freiner cet emballement, cette suractivation d'ATR. Donc, on connaît déjà 4 récepteurs qui permettent de freiner le récepteur ATR suractivé. Donc, ces récepteurs-là s'opposent complètement à l'effet du récepteur ATR suractivé. Alors, ce sont des récepteurs qui s'appellent MASR, AT2R, MRGD et AT4R. Il y en a probablement d'autres, mais ceux-là ont été caractérisés. Alors, quand l'angiotensine 2, qui est en excès, qui est normalement est dégradée par le récepteur ECA2 en angiotensine 1,7, cette angiotensine 1,7, elle a comme cible 2 récepteurs connus, MASR et AT2R. Et quand elle se fixe sur MASR et AT2R, et ben ça fait l'inverse du récepteur AT1R suractivé. C'est-à-dire que ça va être anti-hypertenseur, ça va être anti-inflammatoire, ça va être antioxydant, donc réducteur, ça va être antithrombotique, anti-angiogénique, anti-hypoxémique, anti-hypoxique, antifibrosant, anti-hypertrophiant, et ça augmente le monoxyde d'azote. Donc ça fait exactement l'inverse. Parallèlement, vous avez l'angiotensine 1 qui, elle, peut être aussi dégradée par le récepteur ECA2. Et à ce moment-là, ce qui va être produit, c'est une hormone qui s'appelle l'angiotensine 1,9. Et l'angiotensine 1,9, elle a pour cible le récepteur AT2R qui freine aussi le récepteur ATR suractivé. Normalement, donc l'angiotensine 1, elle est dégradée par le récepteur ECA pour donner l'angiotensine 2. Alors, vous avez aussi un autre récepteur qui s'appelle MRGD et il a un ligand qui est l'alamandine. Et l'alamandine a un précurseur qui s'appelle l'angiotensine A. Et vous avez donc un 4e récepteur qui est l'angiotensine, qui est le récepteur AT4R et qui est ciblé par justement l'angiotensine 4. Donc en gros, l'angiotensine 1,7, l'angiotensine 1,9, l'angiotensine A, l'angiotensine 4 et l'alamandine sont des candidats médicaments pour traiter des pathologies Covid. Mais pas que, parce que ce sont des molécules naturelles qui s'opposent à la suractivation du récepteur AT1R. Actuellement, on connaît des médicaments donc, qui sont actifs sur le système rénine-angiotensine. Les plus connus sont les inhibiteurs de la rénine. Vous avez par exemple la vitamine D, qui est un inhibiteur de la rénine. Vous avez la liskérène, qui est un médicament produit par Novartis, qui est aussi un inhibiteur de la rénine. Vous avez des inhibiteurs ECA, on les connaît sous le nom d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion, par exemple le captopril, et tous les médicaments qui se terminent en pril sont des inhibiteurs ECA, donc ils empêchent en fait la transformation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Mais comme le corps est bien fait, quand on bloque un système, il fait le tour. Donc, si on bloque avec par exemple, le captopril, un inhibiteur ECA, la transformation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2, vous avez une autre enzyme qui prend le relais, qui est la chymase, qui permet de s'affranchir de l'activité du récepteur ECA. Vous avez aussi la catepsine G qui permet de transformer l'angiotensinogène directement justement en angiotensine 2. Donc, vous avez des voies qui permettent de s'affranchir de ce récepteur, d'angiotensine 2. Oui. Et vous avez aussi les sartans, qui sont des antagonistes d'AT1R. En fait, ce sont des molécules qui ont la capacité de reconnaître le récepteur AT1R, mais qui bloquent sa suractivation. Donc, on connaît toute une famille de sartans
qui sont des molécules qui sont utilisées pour lutter contre l'hypertension. Donc, les plus puissants, ça va être le candesartan, l'irbesartan, vous avez le valsartan, le olmesartan, le telmisartan, le losartan, etc. Alors, tous ces sartans ne sont pas équivalents parce qu'ils n'ont pas des mêmes demi-vies. C'est variable, ça peut être de 2 heures pour le losartan, ça peut être de 24 heures pour le telmisartan. Le plus puissant, en fait, c'est le candesartan qui est le plus à fin, mais il n'a qu'une demi-vie de 9 heures. L'irbesartan, qui est également très à fin, et l'olmesartan, qui sont très à fin, eux ont des demi-vies respectivement de 13 heures et 12 heures. Et généralement, ce sont eux qui sont utilisés pour traiter l'hypertension. Voilà. Donc, globalement, qu'est-ce que fait... Oui. Ben, la demi-vie, ça va être, ça va correspondre en fait quelque part à la demi-activité du médicament. C'est-à-dire que, en gros, si vous prenez du losartan, sa demi-vie est de 2 heures, ça veut dire qu'au bout de 2 heures, ben, vous n'avez plus que la moitié de l'activité du losartan. Le telmisartan, qui a une demi-vie de 24 heures, ben, au bout de 24 heures, vous n'avez plus que la moitié de l'activité du telmisartan. Alors, il faut savoir qu'ils ne sont pas équivalents parce qu'ils n'ont pas du tout la même absorption. Vous avez par exemple certains sartans qui vont être absorbés à 20% et d'autres qui vont être absorbés à 80%. Donc, il y a un petit peu tout qui rentre en ligne de compte. Et si vous voulez, même au niveau de l'activité inhibitrice, ils ne vont pas être identiques parce que comme le récepteur AT1R, c'est une usine à gaz et qu'il est capable de lancer des dizaines de voies métaboliques, des tas de voies de signalisation cellulaire, vous pouvez avoir par exemple un sartan qui va bloquer certaines voies métaboliques et un autre sartan qui va être capable de bloquer une ou deux voies métaboliques de plus. C'est pour ça que en fait, les sartans sont d'intérêt, y compris pour traiter des pathologies Covid, mais pas que en fait. Hein, ils peuvent traiter n'importe quelle pathologie, mais il faut faire attention parce que ce sont des molécules qui sont antihypertensives. Et donc, il faut faire attention de ne pas se mettre en hypotension en utilisant un sartan. Donc, il faut adapter des quantités. Par exemple, quand des sartans, ils s'utilisent entre 4 mg et 32 mg. Si on utilise un sartan pour traiter une pathologie humaine, il faut être à des doses très faibles, genre 1 mg, 2 mg par jour pour ne pas se mettre en hypotension. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ce que fait le récepteur AT1R suractivé, parce que bon, je vous parle de ces récepteurs AT1R suractivés, mais il faut savoir ce qu'il fait. Alors, globalement, il fait plusieurs phénomènes. Il fait 4 phénomènes qui sont décrits, et d'ailleurs qu'on a décrits dans des publications depuis le Covid. Ils font, ce récepteur AT1R suractivé peut provoquer un SAM, c'est-à-dire un syndrome d'activation macrophagique. Il peut provoquer un SAMA, un syndrome d'activation mastocytaire. Ils peuvent provoquer un SIBO, c'est-à-dire une pullulation des bactéries du côlon dans l'intestin grêle, et il peut provoquer une hypokaliémie, c'est-à-dire une déficience de potassium dans le sang. Alors, on va déjà voir ce qu'est le syndrome d'activation macrophagique, donc le SAM. Vous savez que l'immunité innée, comme je vous l'ai dit au début là, du topo, est contrôlée par le système rénine-angiotensin. Mais comme il contrôle l'immunité innée, il contrôle aussi l'immunité adaptative ou acquise, puisque c'est l'immunité innée qui, au bout de 4 jours à peu près, lance l'immunité adaptative ou acquise. Alors, l'immunité innée, elle repose sur les monocytes, les macrophages, les granulocytes, les mastocytes et les cellules NK et les cellules dendritiques. L'immunité adaptative ou acquise, elle va reposer sur le lymphocyte B et sur le lymphocyte T, y compris les cellules NK qui sont à l'interface entre les deux. Donc entre l'immunité innée et l'immunité adaptative ou acquise. Alors l'immunité innée, c'est l'immunité immédiate, c'est-à-dire quand vous êtes infecté, que ce soit un champignon, une bactérie, un parasite, ou n'importe quel microbe, hein, un virus, à ce moment-là, c'est l'immunité innée qui intervient tout de suite parce qu'elle ne nécessite pas de division cellulaire. Donc elle est immédiate, mais elle est non spécifique. C'est-à-dire que quel que soit le microbe, ce n'est pas tout à fait vrai, mais quel que soit le microbe, normalement, elle s'active de la même manière. Et puis, vous avez l'immunité adaptative ou acquise qui se met en route plus lentement, puisque c'est à peu près 4 jours après, mais qui est spécifique du microbe qui vous a infecté. C'est-à-dire que quand elle va se déclencher, vous allez fabriquer des anticorps qui sont spécifiques du SARS-CoV-2 ou spécifiques de la protéine Spike, si c'est une injection vaccinale, etc. Et puis les cellules T, elles vont se mobiliser aussi contre la protéine Spike, contre des éléments du virus. Donc, c'est une immunité spécifique. Donc, le SAM, normalement, donc c'est très important parce que ces macrophages sont des éléments clés
de notre système immunitaire parce qu'ils font de la phagocytose, c'est-à-dire qu'ils sont capables de bouffer, de blotter en fait, des microbes. Et ce qui se passe, c'est que quand le récepteur AT1R est suractivé, ce système est dysfonctionnel. C'est-à-dire que les macrophages, ils deviennent hyperréactifs. Et ils se mettent à perdre la boule et ils font n'importe quoi. Et ils s'attaquent aux cellules sanguines. C'est-à-dire qu'ils vont s'attaquer aux cellules de la moelle osseuse. Et donc, les cellules de la moelle osseuse, ce sont les globules rouges qui transportent justement le dioxygène, entre autres, mais aussi le dioxyde de carbone, etc. Ils vont s'attaquer aux globules blancs, ce sont les cellules de l'immunité, et ils vont s'attaquer justement aux plaquettes sanguines, qui sont en fait des cellules qui sont impliquées dans la coagulation, dans la cascade de coagulation, dans l'hémostase. Et donc, lorsqu'il y a un SAM, un syndrome d'activation macrophagique, eh ben, en fait, ces macrophages peuvent tuer justement des globules rouges. Et à ce moment-là, on se retrouve en anémie, c'est-à-dire en déficit de globules rouges. Mais ils peuvent aussi tuer les cellules du système immunitaire. Et on se retrouve en lymphocytopénie, c'est-à-dire en déficit de globules blancs. Et puis, ils peuvent s'attaquer aux plaquettes sanguines. On se retrouve en thrombocytopénie, c'est-à-dire en déficit de plaquettes sanguines. Et on a des coagulopathies, des déficits de coagulation, par exemple ce qu'on voit dans les menstruations, etc. Alors, ce qui se passe également, c'est que ces macrophages, ils vont faire donc ce phénomène qui s'appelle l'hémophagocytose. C'est justement l'attaque des cellules sanguines par les macrophages. Mais ce qu'il faut savoir aussi, ce que généralement les gens ne savent pas, c'est que les cellules sanguines, elles ne sont pas produites que par la moelle osseuse, elles sont produites aussi dans les poumons. Et ça a son importance parce qu'il y a des atteintes pulmonaires aussi dans les cas de Covid. Donc, on sait que les poumons sont capables aussi de fabriquer des thrombocytes, des plaquettes, etc. Enfin, voilà, via ce phénomène d'hémophagocytose. Donc, le SAM, il induit aussi une inhibition de la production des interférons. Justement, comme parlait tout à l'heure Claude des interférons qui sont très importants, c'est des cellules de signalisation qui vont prévenir les autres cellules qu'il y a un problème, qu'il y a un microbe qui se balade, et les cellules doivent justement s'armer pour essayer de lutter contre les microbes. Alors notamment, elle inhibe la production des interférons de type 1, qui sont en fait les interférons principalement de type alpha et bêta. Il y en a une quinzaine, mais c'est les alpha et bêta les plus importants. Ça va inhiber aussi les interférons de type 3, ça va être l'interféron lambda principalement. Donc, ça vous met quelque part en immunodéficience aussi. Vous voyez, ça inhibe l'activité des cellules NK, qui sont des cellules tueuses. Donc, ça met aussi, par cette déplétion de l'activité des cellules NK, justement, en immunodéficience. Voilà, donc vous avez tous ces phénomènes, ça c'est pour le syndrome d'activation macrophagique. Alors, le récepteur AT1R, il peut provoquer aussi un SAMA, c'est-à-dire un syndrome d'activation mastocytaire. Il peut vous provoquer une mastocytose, ce qui n'est pas la même chose. La mastocytose, ça va être une prolifération des mastocytes qui vont se regrouper et qui va provoquer, par exemple, des dermatites. Parce que les mastocytes, ce sont des cellules de l'immunité innée qui sont impliquées normalement dans les phénomènes allergiques. Donc, ce sont des cellules sentinelles qui se promènent sous les muqueuses, justement, pour voir s'il n'y a pas des problèmes. Donc, dans le SAMA, le syndrome d'activation mastocytaire, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les mastocytes, ils perdent la boule, ils se mettent à faire n'importe quoi. Et notamment, les mastocytes, ils sont chargés en granules. Et eux, leur job, c'est de dégranuler, c'est-à-dire de libérer les substances qui sont dans leurs granules. Comme ils font n'importe quoi, ils se mettent à dégranuler dans des conditions qui ne devraient pas dégranuler. Et ils peuvent dégranuler des tas de substances. On en connaît plus de 200 substances. Donc, ils peuvent dégranuler de l'histamine, qui est la plus connue, mais ils peuvent dégranuler des prostaglandines, des leucotriènes, ils peuvent dégranuler des tryptases, même le récepteur ECA, ils peuvent dégranuler de la dopamine, de la sérotonine, ils peuvent dégranuler des tas de choses. La molécule la plus connue, c'est l'histamine. Et donc, c'est très délétère. Alors, pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de récepteurs à l'histamine. Et l'histamine, c'est une substance qui peut être très délétère. Pourquoi? Parce que déjà, elle est inflammatoire. Après, elle provoque une porosité des vaisseaux sanguins. Donc, elle provoque aussi une vasodilatation des vaisseaux sanguins. Elle provoque des activations et des inhibitions des voies de signalisation cellulaire au niveau du système nerveux central et du système nerveux périphérique. Ça provoque aussi des décharges gastriques, des décharges d'acide chlorhydrique, des décharges de mucus, et ça provoque aussi une constriction des bronches qui peuvent entraîner des difficultés respiratoires. Donc, vous voyez que l'histamine, c'est une molécule qui peut faire des tas de problèmes dans le corps humain. Et c'est pour ça que les personnes qui souffrent de Covid, notamment de Covid long, utilisent très souvent des antihistaminiques. Alors, le problème, c'est qu'on a
beaucoup de types différents de récepteurs à l'histamine dans le corps humain. On en connaît 4. On reconnaît des récepteurs à l'histamine de type H1, de type H2, de type H3 et de type H4. Alors, quand on a justement des problèmes de Covid long, généralement, on utilise un antihistaminique de type H1. Alors, c'est quoi? Ça va être Aerius, le Bilasca, la bilastine, la cétirizine, le kétotifène, la, la claritine. Tout ça, c'est des anti-H1. Alors, les récepteurs à l'histamine de type H1, dans notre corps, on le retrouve principalement au niveau donc justement des muscles lisses, hein, au niveau des bronches, au niveau des intestins. On le retrouve au niveau aussi des fibres nerveuses centrales et périphériques, et on les retrouve au niveau des cellules immuno-inflammatoires. Donc macrophages, cellules dendritiques, mastocytes, voilà. Alors, les antihistaminiques de type H2, hein, ça va être la famotidine, et les récepteurs à l'histamine de type H2, on va les retrouver essentiellement au niveau de l'estomac et du cœur. Donc, quand vous avez des arythmies cardiaques, etc., ben, il faut plutôt cibler de la famotidine qui a le plus de chances d'être efficace. Après, vous avez des récepteurs de type H3 à l'histamine. Alors, eux, on va les retrouver au niveau des fibres nerveuses, essentiellement. Et il y a la molécule la plus connue qui est active dessus, l'antihistaminique, ça va être le toplexil, hein, c'est l'oxomimazine. Et puis, les récepteurs à l'histamine de type H4, vous allez les retrouver au niveau des cellules immuno-inflammatoires, hein, macrophages, mastocytes, etc., cellules dendritiques. Et il n'y a qu'un médicament connu, c'est l'adriforan. Voilà, donc ça, c'est pour le SAM. Alors, pour le SAMA. Alors, après, le troisième phénomène qui peut être induit par un récepteur AT1R qui est suractivé, ça va être justement le SIBO. Le SIBO, c'est la pullulation des bactéries du côlon dans l'intestin grêle. Alors, vous savez que le microbiote intestinal, c'est considéré comme le deuxième cerveau, hein. On a un système nerveux entérique et le cerveau communique en permanence avec l'intestin et l'intestin est très important. Alors, pour vous résumer en gros, l'intestin, vous avez entre 10 000 milliards et 100 000 milliards de microbes. Donc, généralement, c'est 10 puissance 13 microbes dans l'intestin. Ça oscille entre 10 puissance 12 et 10 puissance 14, ça dépend des individus, des fois il y a un facteur 100 entre les individus. Alors, dans ce microbiote intestinal, vous retrouvez de tout. Vous retrouvez par exemple des bactéries, vous retrouvez des virus, vous retrouvez des champignons, vous retrouvez des parasites, vous retrouvez des archées, vous retrouvez des levures. Voilà. Et dans ce système digestif, donc pour le détailler, donc vous avez ce qui est concerné, ça va être donc la bouche, hein, la cavité buccale, parce que vous avez un microbiote buccal. Après, vous avez le pharynx, vous avez l'œsophage, vous avez l'estomac, vous avez le pylore, vous avez l'intestin grêle, avec le duodénum, jejunum et l'iléon. Après, vous avez la valvule iléocolique, et après, vous avez le gros intestin. Dans le gros intestin, vous avez le côlon, vous avez le rectum, et ça se termine par l'anus. Et donc, l'intestin grêle, il fait en gros 6,75 mètres à 7 mètres, et puis le gros intestin, il fait à peu près 2 mètres. Et donc, là-dedans, vous avez des microbes. Mais vous n'avez pas du tout la même quantité de microbes suivant l'endroit du tube digestif où vous êtes. Alors, au niveau, par exemple, de l'estomac, ça va être très, très pauvre en microbes. Par exemple, vous allez avoir entre 10 et 1000 CFU de bactéries. Les CFU, c'est les colonies formées uniques. En fait, ça va être, par exemple, la bactérie qui va être capable de former une colonie bactérienne. Et dans l'estomac, vous avez essentiellement Helicobacter pylori, qui est responsable d'ulcères gastriques, de cancer gastrique. Alors pourquoi il n'y a que Helicobacter pylori qui s'accommode dans l'estomac? Eh bien, tout simplement parce que le pH de l'estomac est évidemment très bas, c'est très acide. Le pH, il varie entre 1 et 3. Et quand vous faites un jeûne thérapeutique, vous avez le pH qui peut monter jusqu'à 4. Hein, donc, vous voyez, il y a un effet du jeûne thérapeutique aussi sur le pH de l'estomac. Alors, pourquoi Helicobacter pylori est capable justement de coloniser l'estomac? C'est parce qu'elle a une forme hélicoïdale, hein, d'où son nom Helicobacter, et elle s'enfonce dans la muqueuse justement stomacale. Et puis, en plus, elle sécrète de l'ammoniac qui la protège de l'acidité du milieu. Donc là, il y a très, très peu de bactéries. Alors, là où il y a plus de bactéries, c'est quand on arrive dans l'intestin grêle. Alors, dans l'intestin grêle,
vous avez entre 10 000 et 10 millions de CFU, hein, de bactéries dans l'intestin grêle. Alors, c'est réparti entre le duodénum, le jejunum et l'iléon. Donc, l'iléon, c'est du côté du côlon, hein, donc du gros intestin, quoi. Donc, vous avez moins de bactéries. Alors, quand vous êtes justement du côté de l'estomac, qui est un milieu qui est très acide et aérobie, il y a plein d'oxygène, et quand vous êtes dans le duodénum, là, c'est encore un milieu très aérobie et très acide, et plus vous vous enfoncez jusqu'à l'iléon, à ce moment-là, vous avez de moins en moins d'oxygène et vous avez le pH qui remonte. Donc, ça devient de moins en moins acide, de plus en plus alcalin. Et quand on arrive justement dans le gros intestin, au niveau du côlon, à ce moment-là, le pH est neutre, on arrive à la neutralité et il n'y a plus d'oxygène. Et donc, ça ne va pas plus être les mêmes microbes qui vont pousser dedans. Notamment au niveau de l'intestin grêle, ça va être essentiellement des bactéries gram-positives, aérobies. Les gram-positives, ce sont celles qui ont au-dessus de leur membrane une paroi de peptidoglycans qui s'appelle la muréine. Et puis, justement, dans le côlon, dans le gros intestin et au niveau du côlon, vous allez essentiellement avoir des bactéries gram-négatives, anaérobies, c'est-à-dire qui poussent sans oxygène. Et ces bactéries, en fait, ont deux membranes. Et entre ces deux membranes, vous avez un périplasme avec une très fine couche de muréine. Et donc, ces bactéries-là sont très sensibles aux macrolides dont parlait Claude tout à l'heure, comme l'azithromycine ou la clarithromycine, qui sont en fait des antibiotiques un peu spécifiques qui s'attaquent justement à ce type de bactéries, puisqu'elles agissent au niveau de la sous-unité 50 des ribosomes des bactéries et ça bloque en fait la synthèse protéique. Alors que les autres antibiotiques, par exemple l'amoxicilline, agissent différemment puisque ça inhibe en fait la production de la muréine et donc c'est essentiellement actif sur les bactéries gram-positives parce que ça bloque la synthèse de la muréine. Donc, au niveau de l'intestin grêle, donc vous avez toutes ces bactéries dont les populations changent au fur et à mesure que vous allez vers le gros intestin. Alors, les bactéries, ce sont surtout des entérobactéries, hein, des entérocoques et des staphylocoques. Alors que dans l'intestin, le gros intestin, enfin dans le côlon, ça va être des bactéries différentes, ça va être essentiellement des bactéroïdes, des bifidobactériums et des clostridiums. Et là, vous avez énormément de bactéries, parce que là, vous avez entre 10 milliards et 10 000 milliards de CFU par millilitre de liquide qui va être absorbé. Hein, dans tous les cas, c'est des CFU par millilitre hein, de liquide absorbé. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au niveau de l'intestin, du microbiote intestinal, on a à peu près 160 espèces de bactéries, ça dépend des personnes, mais ça tourne à peu près autour de 160 espèces. Et tous les individus ont à peu près 20 à 30 espèces de bactéries communes. Les autres peuvent être variables. Alors, justement, quand on a un SIBO, c'est un gros problème parce qu'on a une pullulation des bactéries du côlon dans l'intestin grêle. Ça veut dire que normalement, les bactéries du côlon, qui sont justement anaérobies gram-négatives, elles doivent rester dans le côlon parce qu'elles font la fermentation. Et elles ne remontent pas normalement dans l'intestin grêle à cause de la valvule iléocolique qui les empêche de remonter. Sauf que là, quand le récepteur intérieur est suractivé et qui provoque justement ce SIBO, eh ben, il y a une remontée des bactéries du côlon dans l'intestin grêle. Et là, elles vont mettre le bazar parce qu'elles vont gêner l'activité de bactéries commensales, qui sont donc des bactéries gram-positives très bénéfiques, aérobies, et ces bactéries-là sont responsables de la dégradation des aliments. Elles reçoivent le bol alimentaire et elles dégradent les aliments. Alors que les autres bactéries, elles, font la fermentation. Et donc, ces bactéries du côlon qui se mettent à proliférer, à pulluler justement dans l'intestin grêle, et ben, ça provoque des problèmes au niveau des bactéries qui sont très importantes, très bénéfiques, parce que ces bactéries commensales de l'intestin grêle, elles nous produisent, elles nous font produire donc, elles nous aident à produire des vitamines B, hein. C'est pour ça qu'elles sont très importantes, parce que les vitamines B sont clés. Elles nous produisent aussi les vitamines K. Elles sont impliquées dans l'homéostasie au magnésium, au calcium. Elles nous produisent des acides gras, notamment des acides gras à chaîne courte, dont l'intestin a besoin pour bien fonctionner.
Ces bactéries-là sont extrêmement importantes. Notamment, elles sont impliquées aussi, par exemple, ces bactéries, elles sont impliquées dans la dégradation des polysaccharides, hein, des glycanes, hein, des sucres. Ça nous dégrade l'amidon. C'est impliqué aussi dans la production des acides aminés aliphatique, hein, valine, isoleucine, leucine, etc., qui font partie des acides aminés essentiels. Enfin, ça a vraiment une importance clé. Et donc, justement, quand ces bactéries déconnent, ben, du coup, on est en carence ou en insuffisance en vitamine B, en vitamine K, qui sont complètement essentielles parce qu'elles sont impliquées dans le métabolisme. Alors, ce SIBO, il va s'accompagner en fait d'une inhibition du péristaltisme. Ça va provoquer des gastroparésies. Et notamment, normalement, il y a une constriction des muscles lisses qui permet justement aux aliments d'avancer le long du tube digestif. Et ça va s'opposer, puisque ça va justement empêcher donc, la contraction de ces muscles lisses, et ben, ça va empêcher les aliments d'avancer. C'est pour ça qu'on peut se trouver avec des problèmes justement de transit, etc., parce qu'il y a une inhibition de, de, justement de ces muscles, du fonctionnement de ces muscles lisses. Et ce qui se passe aussi, c'est que ce dérèglement de VSRA, il induit une inhibition des transporteurs d'acides aminés. Et vous allez comprendre à quel point c'est grave. Les acides aminés, ce sont les éléments de base des protéines. C'est-à-dire quand on mange de la viande, etc., on va dégrader des protéines. Et les acides aminés qui vont être libérés, donc il y a 20 types d'acides aminés, ceux qui vont être libérés justement lors de la dégradation des protéines, eh ben, ils ne se baladent pas tout seuls hein, dans l'intestin grêle. Ils ont des protéines chaperones et ils ont des transporteurs d'acides aminés qui vont être spécifiques du type d'acide aminé qu'il y a. Et notamment, la suractivation du récepteur ATR va inhiber le transporteur, par exemple, du tryptophane, qui est un acide aminé aromatique. Et vous allez voir que c'est une répercussion importante parce que le tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine, l'hormone du bonheur. C'est un précurseur aussi de la mélatonine, de l'hormone qui est impliquée dans les rythmes circadiens jour-nuit. Et normalement, ces deux hormones sont fabriquées à 5% dans l'épiphyse, c'est-à-dire dans la glande pinéale. Alors le reste, pour la sérotonine, elle est fabriquée à 95% grâce aux bactéries intestinales. Et puis, la mélatonine, elle, de façon surprenante, elle est produite principalement justement par les mitochondries. Ça, c'est très surprenant. Donc, vous allez avoir une inhibition donc, du transporteur du tryptophane, qui est donc un précurseur de sérotonine et de mélatonine. Mais aussi, ce tryptophane, il est très important parce que c'est lui qui est le précurseur du NAD, de la nicotinamide adénine dinucléotide. Alors, ça ne vous parlera pas, mais c'est une molécule qui est impliquée dans des phénomènes redox, c'est-à-dire des transferts électroniques qui sont très importants parce que ces transferts électroniques sont importants pour le métabolisme cellulaire, notamment dans la chaîne respiratoire, etc., pour produire de l'ATP. Alors, parallèlement, vous allez avoir une inhibition des transporteurs de deux autres acides aminés aromatiques qui sont la phénylalanine et la tyrosine. Alors, la phénylalanine, c'est le précurseur de la tyrosine. Et tous les deux sont des précurseurs de la dopamine. Donc, c'est aussi considéré comme une hormone du bonheur, hein, comme la sérotonine, et c'est le précurseur de la noradrénaline et de l'adrénaline, qui sont des neurotransmetteurs du système nerveux périphérique sympathique. Donc, vous voyez que ça met le bazar. Et en plus, la tyrosine, l'inhibition du transporteur de la tyrosine, ça a encore une importance capitale dans la mesure où la tyrosine est un précurseur de la triiodothyronine, de la T3, qui est l'hormone active de la thyroïde, et un précurseur de la T4, qui est la thyroxine, équivalent du lévothyrox quand on a une maladie d'Hashimoto avec une hypothyroïdie. Donc, vous voyez l'importance, c'est que ça met le bazar partout. Donc, ça affecte la production, justement, de ces neurotransmetteurs et de ces hormones. Voilà. Donc, vous avez aussi une inhibition lors de la suractivation du récepteur AT1R, vous avez une inhibition, justement, d'acides aminés basiques. Donc, vous avez la lysine et l'arginine. L'arginine, c'est le plus basique des acides aminés. Et en fait, ces deux acides aminés sont des précurseurs du monoxyde d'azote. Et le monoxyde d'azote, c'est une substance qui est extrêmement importante parce qu'elle est vasodilatatrice, mais comme la bradykinin, elle est vasodilatatrice, mais elle est aussi donc, impliquée donc, dans tous ces phénomènes, justement, amnésiques, cognitifs, inflammatoires et immunitaires.
Et ça va inhiber le transport aussi de l'ornithine et de la citrulline, dont a parlé justement Claude tout à l'heure, la citrulline qu'on retrouve dans les maladies auto-immunes. D'ailleurs, on détecte la maladie auto-immune quand on regarde justement la présence de citrulline dans les protéines. Alors, la citrulline, en fait, c'est un analogue structural de l'arginine. Mais contrairement à l'arginine, qui est extrêmement basique, la citrulline n'est pas chargée. Par contre, l'ornithine est chargée, c'est un analogue raccourci de la lysine. Sur la chaîne latérale de la lysine, vous avez CH2 4 fois NH3+, et justement, dans l'ornithine, c'est CH2 3 fois NH4+. Donc, vous avez ces 4 molécules qui vont être des précurseurs du NO. Donc, vous voyez que quand il y a un SIBO, vous avez des gros problèmes parce que ça vous inhibe en fait des précurseurs, soit d'hormones, soit d'enzymes, soit d'hormones, soit d'enzymes ou de neurotransmetteurs. Donc, c'est un rôle clé. Alors, je vous ai parlé du SIBO, mais le SRA suractivé provoque aussi un LIBO. Il peut provoquer un LIBO. Alors, un LIBO, c'est quoi? C'est une pullulation des bactéries dans le côlon. Ça peut provoquer aussi un SIFO, c'est-à-dire une pullulation des champignons dans l'intestin grêle. Et ça peut vous provoquer un MIO, c'est-à-dire une pullulation des archées dans les intestins, dans le côlon. Et ces archées, elles sont très importantes parce qu'elles sont aussi responsables du côlon irritable. Parce que les archées, ça ressemble à des bactéries, mais ce ne sont pas des bactéries, mais elles ont une particularité d'être méthanogènes, c'est-à-dire elles utilisent la dégradation du glucose, notamment l'hydrogène qui est produit par la dégradation du glucose, pour former du méthane. Et quand elles produisent du méthane, eh ben, on se retrouve avec un côlon irritable. Et donc, en fait, tout est lié. C'est pour ça qu'il y a une importance extrême, justement, de la flore intestinale, parce qu'elle est capable de faire tout un tas de choses. Et quand elle est dérégulée, ce qui est le cas, justement, quand il y a une dérégulation du SRA qui provoque des dysbioses, donc non seulement du microbiote intestinal, mais que ça peut mettre. Alors, le quatrième phénomène qui va être induit par une suractivation de la TRR, ça va être l'hypokaliémie. Alors, vous savez que, justement, quand il y a une suractivation du SRA, il y a un excès d'angiotensine 2 qui induit justement cette suractivation du SRA. Et cette angiotensine 2, qui va pas être dégradée, qui va être en excès, elle va stimuler au niveau des glandes surrénales la production d'un minéralocorticoïde qui est l'aldostérone. Et cette aldostérone, elle va agir au niveau des tubules rénaux pour provoquer une rétention hydrosodée. Et donc, elle va retenir dans le sang le sodium et elle va retenir dans le sang l'eau aussi, parce qu'elle va gérer le degré d'hydratation de l'eau. C'est pour ça que quand on a un Covid, etc., on peut soit aller uriner tout le temps, parce que, ou bien alors, justement, on n'urine plus du tout. Et ben, c'est parce qu'il y a une dérégulation, justement, du système rénine-angiotensine qui contrôle, en fait, les rétentions d'eau. C'est lui qui contrôle si l'organisme est suffisamment hydraté, notamment, il contrôle l'activité d'une hormone qui s'appelle la vasopressine, hein, qui est l'ADH, c'est l'hormone antidiurétique. Si on est bien hydraté, et ben à ce moment-là, on peut aller uriner. Hein, donc, et puis, si jamais on n'est pas assez hydraté, ben, elle relargue, elle sécrète justement de l'hormone de l'ADH, de la vasopressine, pour pas qu'on aille uriner. Donc, ces problèmes de rétention d'eau, c'est aussi lié au SRA qui met le bazar partout. Ce SRA, il est impliqué dans toutes les pathologies humaines. Hein. Pour moi, c'est toutes les pathologies neurodégénératives. Donc, ça va être Alzheimer, Parkinson, ça va être l'épilepsie, la schizophrénie, etc. Même la sarcoïdose aussi, hein, parce que la sarcoïdose, on dit que l'étiologie de la sarcoïdose est inconnue, mais en fait, pour voir si on a une sarcoïdose, il mesure l'activité du récepteur ECA, hein, qui est l'enzyme de conversion d'angiotensin 1, qui transforme l'angiotensin 1 en angiotensine 2. C'est aussi dépendant complètement à 100% du SRA. D'ailleurs, la sarcoïdose, c'est une inflammation basique, hein, c'est une inflammation qu'on retrouve dans tous les organes, mais ça affecte souvent essentiellement le poumon. C'est une inflammation de bas bruit. Mais l'inflammation, c'est qui la lance? C'est aussi le SRA, hein, puisqu'il est pro-inflammatoire. Voilà, donc je dis au passage, l'étiologie de la sarcoïdose, c'est aussi le SRA. Donc le SRA, il est impliqué dans toutes ces pathologies neurodégénératives, mais également dans toutes les pathologies gastro-intestinales, cardiovasculaires et dans l'auto-immunité aussi, et les tumeurs. C'est pour ça qu'on peut retrouver les turbocancers, parce qu'on entend qu'il n'y a aucun lien entre les turbocancers et le Covid ou la vaccination anti-Covid. La vaccination anti-Covid, son problème, c'est que la protéine spike vaccinale, elle est capable de reconnaître le récepteur ECA2.
Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais ça a été même montré dans des documents qui ont été déclassifiés, enfin qui n'ont pas été déclassifiés. C'est des documents qui sont sortis, qui n'ont pas été déclassifiés par Pfizer, disons qui ont été probablement hackés et qui sont sortis, où on montre quand même que la protéine spike vaccinale est capable de reconnaître le récepteur UCA2. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir un Covid long infectieux ou un Covid long issu de la vaccination, post-injection. Pourquoi? Parce que la protéine spike naturelle ou la protéine spike vaccinale sont toutes les deux capables de reconnaître le récepteur ECA2. Et quand elles se fixent sur le récepteur ECA2, qu'est-ce qu'elles font? Elles gênent la dégradation d'angiotensine 2, qui suractive le récepteur ATR, qui est responsable de toutes les pathologies de la COVID. Et donc, c'est pour ça que moi, je ne fais pas la distinction entre un Covid long infectieux ou post-vaccinal. Pour moi, c'est exactement la même chose. Oui, parce que ça a été démontré, hein, ça a été démontré qu'elle est capable de se fixer sur le récepteur BCA2. Oui, mais c'est parce qu'ils sont mal informés. Ils sont mal informés, il faut regarder la biographie, c'est comme ça. Euh, ah oui, oui, oui. Ah ben ça, c'est le summum, oui. Si tu veux parler de Gilin, oui, il n'y a pas de... Euh, oui, ça, c'est une aberration de prendre des injections vaccinales supplémentaires pour soigner son Covid. Parce que, bon, donc, je vais peut-être passer à la conclusion alors, parce que euh, là, je ne sais pas combien de temps ça fait. Ça doit faire une bonne heure. Oui. Ah oui. Non, c'était par rapport, disons, par rapport aux molécules, c'était par rapport aux molécules d'intérêt ou aux plantes d'intérêt. C'est comme vous voulez. C'est que bien sûr, nos esprits ne dialoguent pas comme celui de Jean-Marc. Hein, et alors, j'ai vu les sourcils se froncer et j'ai vu des réactions dans le Zoom. Alors, il y a des choses déjà que vous pouvez trouver dans l'excellent livre de Jean-Marc et je pense que je pense que tu auras oui, oui, j'en ai quelques-uns. Dans les indications, mais il y a aussi des choses. Et c'est pour ça que je t'invite cet après-midi à participer. On a 3 médecins qui vont intervenir et forcément tout ce que vient d'évoquer Jean-Marc va prendre du sens cet après-midi. Avec les 3 médecins, on abordera de façon pratique et thérapeutique. Je voulais juste rajouter une chose, c'est que avec un SIBO, on peut avoir une hypotension orthostatique, c'est-à-dire une hypotension quand on se met en position debout. C'est responsable aussi du POTS, hein, du syndrome de tachycardie orthostatique posturale, qui fait que quand on se lève, on a une accélération du rythme cardiaque qui s'accompagne justement de problèmes de vertige, etc. Et qu'avec l'hypokaliémie, on a l'encéphalomyalgique, hein, syndrome de fatigue chronique, qu'on peut également avoir avec un SIBO, et on a justement des parésies, c'est-à-dire des paralysies plus ou moins transitoires des membres, notamment des membres inférieurs, des bras. Voilà. Tiens, Annie, si tu bah, j'avais juste oublié de vous dire quelque chose tout à l'heure. Oui, nous tenons à rendre aussi hommage à quelqu'un qui nous a quittés il y a quelque temps. C'est à la députée européenne Michèle Rivasi, qui s'est battue comme une folle pour tous ces sujets-là et qui malheureusement n'est plus parmi nous. C'était une amie de longue date. Oui, oui. Mais de toute façon, tu vas pouvoir réintervenir cet après-midi, tu monteras et tu peux intervenir avec les médecins. Ça donne ce qu'ils vont aborder va donner du sens à tout ce que tu viens de développer et toi, tu vas pouvoir envoyer par leur pratique
vers tout ce que tu viens de développer, hein. Voilà. Alors, on va essayer de proposer à Mathieu Dubois et à Macha, si elle est connectée, d'ouvrir leur micro. Oui, oui. Alors, on applaudit, on remercie Barbara, pardon. Barbara, voilà. Et il faut savoir que, alors, je suis entourée là par 2 puits de science, mais qui sont d'une gentillesse et d'une disponibilité inégalable. Alors, pour ça, je vous demande de les applaudir. Voilà. Alors, j'ai invité des malades à s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu, et bien sûr, mais je voudrais vous montrer, parce que quand je vous dis que c'est une crise sanitaire majeure, voilà, je veux vous montrer cette carte. En bleu, ce sont les victimes d'un Covid long post-infectieux. En rouge, les victimes des effets du vaccin. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit au départ, c'est que quand on commence à compter les victimes, on n'a qu'une approche très limitée du nombre de victimes. Ce qui veut dire qu'une fois que le phénomène sera connu, reconnu, une fois qu'on aura informé, cette carte va être complètement recouverte par les points bleus et les points rouges. Dans vos entourages, vous avez des personnes qui se plaignent de fatigue. Ah, je n'ai pas fait de partage d'écran. Alors, je vais regarder. Attends. Mais tais-toi. Alors, j'arrête le partage et je recommence. Et bien sûr, elle a disparu. Oh. Alors là, est-ce qu'ils ont le partage? Oui, la carte est là. Oui. Donc, normalement, voilà. Ben, j'espère, voilà. Donc, c'est terrible et il faut absolument informer et sensibiliser autour de vous parce que tous les symptômes légers peuvent, au fur et à mesure des contaminations et, ah ben, je suis désolée, je le renverrai alors, au fur et à mesure des contaminations ou, je le dis, des vaccinations, j'ai rien dit. La symptomatologie peut devenir beaucoup plus lourde. Donc, informons.